Et j'appelle maintenant le professeur Boubaker et Kero, Megraou et Bradaï, donc professeur Boubaker d'Oran, sur la comparaison de l'abord laparoscopique par rapport à l'abord classique de chirurgie ouverte pour le traitement chirurgical des appendicites aigus. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. On va mettre le micro dans votre bouche parce que le micro est descendu sous le manteau. Voilà, merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les académiciens. Désolé pour la vidéo, j'aurais souhaité parce qu'on avait tellement travaillé sur ces films. Aujourd'hui, c'est la journée de la gentillesse. Alors vous me permettrez de vous offrir cette belle image d'oasis d'Algérie. Je voudrais aussi rapporter quelque chose. Monsieur Jean Moreau a été le précurseur de la chirurgie laparoscopique en Algérie. Ça a commencé à Sidi Bel Abbès. Et de là, nous sommes partis vers l'école française, vers monsieur François Dubois. Je voudrais être le témoin aujourd'hui de ce qui s'est passé, donc, de ce qui a été fait pour l'Algérie. Alors, je vais vous présenter, malheureusement, sans les vidéos, la comparaison de l'abord laparoscopique par rapport à la chirurgie ouverte dans le traitement chirurgical des appendicites aigus. Vous savez que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours une grande polémique dans le monde chirurgical. Je rappellerai pour l'historique que l'approche chirurgicale par laparoscopie était une importante innovation. C'était M. Karl Sem, mais que pour la partie française, c'était M. François Dubois et M. Philippe Mouret à Lyon. Alors à partir de là naissent toutes les controverses, et vous voyez que la chirurgie, le journal de chirurgie, les recommandations d'abord factuelles par la Société française de chirurgie digestive qui ne permettaient pas de recommander un bon niveau de preuve. Les sociétés françaises de chirurgie laparoscopique et françaises de chirurgie endoscopique, eux, la recommandaient pour le diagnostic et recommandaient devant une suspicion d'appendicite aiguë. Seulement les deux sociétés n'étaient pas au courant puisque la société, le AES, avait dit et avait recommandé la chirurgie laparoscopique pour le diagnostic et le traitement de l'appendicite par chirurgie laparoscopique. Simplement, les deux sociétés n'étaient pas au courant parce que le travail avait apparu, elle a été publié 48 heures ou une semaine à l'avance par rapport à ce qu'avait dit la Société française de chirurgie. Alors, la problématique, c'est la divergence entre ces trois sociétés. En ce qui concerne la prise en charge des appendicites par laparoscopie, si bien qu'au 13e congrès de la Société française de chirurgie laparoscopique, en 2007 à Paris, nécessité d'évaluer la laparoscopie dans le traitement chirurgical de l'appendicite aiguë par de nouvelles études. Et à ce propos-là, un article avait été écrit par M. François Lacaille en 2006, où il disait à propos de ces divergences, qu'en fait, il y avait une sorte de conflit entre ce qui était littéraire et qui appartenait à la médecine factuelle et l'avis des experts. Alors l'objectif principal qui a été le nôtre, est-ce que la laparoscopie aujourd'hui est le traitement chirurgical de référence de l'appendicite aiguë? Notre étude est prospective, descriptive, comparative et non randomisée. Ça s'est passé dans les urgences d'un service hospitalier universitaire qui se situe à 80 km d'Oran. J'étais chef de service à l'époque. Alors durant 2 ans, de 2009 à 2010. Nos critères d'inclusion, toute personne âgée de plus de 15 ans hospitalisée pour suspicion d'appendicite aiguë. Nos critères d'exclusion,
patient de moins de 15 ans, contre-indication à l'anesthésie générale, hypertension intracrânienne, troubles de l'hémostase, grossesse, toxicomanie, troubles psychiatriques. Sélection des patients, il n'y a pas eu de sélection, mais simplement pour un choix organisationnel et de reproductibilité, nous avons opéré les appendicites par laparoscopie entre 8h et 14h, et de 14h à 8h, c'était la chirurgie conventionnelle. Pour apprécier le résultat, nos critères de jugement ont été les suivants. La pertinence du diagnostic, la durée de l'intervention, la conversion en chirurgie ouverte, les complications infectieuses et la durée d'hospitalisation. 306 cas colligés, 166 par voie classique, 140 par chirurgie laparoscopique. Alors, les caractéristiques de la population, pour ce qui est de la tranche d'âge, c'est à peu près similaire. Pour ce qui est du sexe, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de femmes dans le bras laparoscopique. Et pour ce qui est des comorbidités, dans le bras laparoscopique, il y avait des abdomens cicatriciels et il y avait une pathologie cardiovasculaire. Nous avons pratiqué l'open laparoscopie dans tous les cas. Nous avons utilisé 3 trocars dans la plupart des cas et 4 trocars dans 8% des cas, comme vous le voyez. Le trocar ombilical dans 89% des cas, suspit bien dans 63% des cas, la fossile droite dans 59% des cas et le flanc droit à peu près 50% des cas. Pour ce qui est de la laparotomie, le MAC borné a été le plus souvent utilisé, mais on a eu à utiliser des voies telles que le jalagué ou la médiane. Dommage pour le film. Alors l'intervention chirurgicale, l'aspect de l'appendicite le plus souvent phlegmoneux. Il y a eu des cas d'abcès, de gangrène. Nous avions, dans la plupart des cas, il était en situation latéraux-interne, mais il y avait d'autres positions telles que vous le voyez. Il n'y avait pas de collection, et quand il y avait des collections, elle était dans le Douglas, mais on en a trouvé ailleurs aussi. Et il y avait des adhérences, des lésions associées, à savoir adhérence et kyste de l'ovaire, comme vous allez voir un tératome. Dommage encore pour le film. Le traitement du méso. Alors, la ligature, dans la plupart des cas, en chirurgie, en laparotomie, bien sûr. Mais quand il s'agissait de traiter le méso, on l'a traité par coagulation monopolaire. Dommage, il y a un film en face. Mais actuellement, nous utilisons beaucoup plus la coagulation bipolaire. Et pour ma part, j'utilise la fusion thermique, à savoir le ligachour, et particulièrement la force appréhendette, parce qu'elle ne permet aucun saignement. Alors, en matière de conversion, nous avons eu 4 conversions, 2.86, 2 pour instabilité hémodynamique, une distension grédée qui est dommage encore pour le film, un tératome. Les corrélations diagnostiques pair et préopératoires, elles étaient positives dans la majorité, dans les deux bras, laparoscopie et laparotomie. En ce qui concerne le temps opératoire, comme vous le voyez, nous avions 64-68 minutes pour le temps laparoscopie et 83-37 minutes pour le temps laparotomie en anesthésie. Pour le temps opératoire, nous avions 57-75 minutes. En matière d'anesthésie, c'était plus lent du côté de la laparotomie. En péropératoire, c'était des lésions phlegmoneux, l'appendicite phlegmoneuse dans la plupart des cas. En ce qui concerne l'évolution, elle était simple. On a eu quelques cas de sepsis et un hématome post-opératoire, 2 hématomes post-opératoires. Pour ce qui est de la durée d'hospitalisation, alors en ce qui concerne les modes, dans le bras laparoscopie, on a eu 1 jour. C'était les plus fréquents. Dans le bras laparotomie, c'était 2 jours. Mais quand on voit la moyenne, vous avez 1 jour 98 plus ou moins 1,01 pour le bras laparoscopie, beaucoup plus pour le bras laparotomie, 2,64 plus ou moins 0,97. Permettez-moi de vous faire, d'aller vers la discussion en vous présentant un vieux tsar par lequel on entre dans la discussion. Alors, en ce qui concerne nos limites, alors si je devais faire une comparaison, vous voyez qu'avec M. Lee, il a étudié, il a ressorti plusieurs papiers, et que nous avions commencé avec 586 papiers qu'il avait étudiés. Finalement, en éliminant tout ce qui n'était pas randomisé, tous les essais qui n'étaient pas contrôlés, finalement, il en est resté 59.
Il en a éliminé encore 8. Finalement, on a abouti à 44 cas qu'il avait et dit que c'était des études qui étaient sérieuses, qui étaient randomisées et qui pouvaient analyser. Alors, en ce qui concerne notre série, l'étude n'est pas randomisée, elle est Individual Case Control Study et elle est classée niveau 3 de l'Oxford Evidence-Based Medicine. Alors, tous les cas étudiés, vous voyez, aucune étude en double aveugle n'a été faite. En ce qui concerne alors les caractères épidémiologiques étaient semblables entre les deux populations, ils nous confirment l'homogénéité de celle-ci et nous confortent dans l'interprétation de nos résultats. Vous voyez que parmi les antécédents dans le bras laparoscopique, il y avait plus d'antécédents chirurgicaux. Alors, dans notre pratique quotidienne, le scanner injecté, pour le diagnostic préparatoire des appendices aigus, comme on le fait, M. Anteville le préconise de façon systématique. Pour nous, il n'est pas préconisé de façon systématique. D'abord, il y a la disponibilité, il y a le coût et il y a l'irradiation. Par contre, pour le groupe laparotomie, les résultats échographiques avaient permis pratiquement de choisir la voie d'abord pour laquelle nous allions aborder le patient. En ce qui concerne la laparoscopie, les trocars étaient placés en fonction, le placement n'était pas prédéfini, mais c'était placé en fonction de l'exploration. Alors nous avions utilisé bien sûr l'American Way, l'open laparoscopie, les trocars le T0 est placé dans 80% des cas au niveau de l'ombilic, mais là nous avions le choix entre l'intervention de Pouliken ou l'intervention de Kathleen. En péropératoire, l'aspect était phlegmoneux, comme nous l'avions dit, dans la majorité des cas, confortant le diagnostic préopératoire avec une corrélation supérieure à 90%. Pour les situations ectopiques, il y avait un tiers des cas, les lésions associées dans 20% des cas en ce qui concerne la laparoscopie et 5% des cas pour la laparotomie. Ces situations expliquent la multitude des voies ouvertes pour aborder un appendice ectopique et se vend une suspicion ou la présence d'une lésion associée. La laparoscopie a permis le traitement de toutes les variétés topographiques, de tous les aspects lésionnels macroscopiques et presque toutes les lésions associées ou les états évolutifs. Les causes des conversions, ça a été des instabilités hémodynamiques, et souvent c'était à l'insufflation du pneumopéritoine. Il y a un cas de cardiopathie qui a été hospitalisé pendant plus de 13 jours, et puis c'est rentré dans l'ordre. Ça a été souvent le cas de la dissension grélique, gênée parce qu'il n'y avait pas d'espace opératoire, c'était impossible de pénétrer. Et puis un tératome pour lequel on s'est converti à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se convertir pour ce type de pathologie. Alors, la littérature, et donc M. Lee a rapporté de 0 à 27% en ce qui concerne Péchaud. Donc 0 à 27%. Par contre, en moyenne, M. Lee a trouvé une moyenne de 9,51. Notre série, elle a été de 2,86. Alors, différentes causes. C'est les formes compliquées évolutives qui sont rapportées dans la littérature. Et j'aurais souhaité vous montrer ces films parce qu'ils sont vraiment parlants. Et en ce qui concerne notre série, ça a été des lésions associées et ça a été bien sûr le terrain. Le temps opératoire en moyenne pour la laparoscopie, ça a été 65 minutes, 50 minutes pour la laparotomie. Le temps anesthésique moyen identique était de 80 minutes. Pour nous, cette différence de 7 minutes entre les deux temps opératoires n'est pas significative au test de comparaison de moyenne. Vous voyez l'écart type. En ce qui concerne le papier écrit par M. Péchaud, pour ce qui est de la durée opératoire, elle était plus longue dans le bras laparotomie. Nos résultats ne retrouvent pas de différence statistique du temps opératoire entre les deux populations, contrairement aux données de la littérature, avec M. Sauerland, qui avait écrit 2 articles en 2006 et en 2010, et qui retrouve une différence en faveur de la voie classique de 11 minutes. La laparoscopie est plus longue de 12-35 minutes, mais simplement, on a fait 2 comparaisons, et vous voyez qu'avec les travaux de M. Lee, avant les années 2000, elle était à 15 minutes, ça a diminué après 2000, et c'est devenu à 8 minutes 67 secondes. Donc je pense que là, il y a une expertise. En ce qui concerne, et puis c'est ce que montre le deuxième tableau, qui est écrit par M. Swang, et vous voyez que c'est l'expérience enfin qui prime. En ce qui concerne la morbimortalité, mortalité 0, nous avions une morbidité faible. En matière de laparoscopie, c'était 2 sepsis sur l'orifice ombilical et sur l'orifice pubien. Et pour la laparotomie, 5 sepsis, tel que vous le voyez. Le risque de sepsis pariétale serait moins important pour la laparoscopie. La durée d'hospitalisation, 1,98 pour la laparoscopie et 2,64 pour la laparotomie. Et là, le P était franchement significatif.
La différence retrouvée dans la littérature, au-delà des années 2000, était de 0,75 jours. Et le P était franchement significatif, travaux faits par M. Lee. Alors, pour résumer un petit peu le tableau, j'ai voulu revoir les critères de jugement et vous voyez en faisant la comparaison avec plusieurs auteurs, notamment M. Sutherland qui est un épidémiologue, M. Pirot, et ils avaient beaucoup écrit là-dessus, vous voyez qu'en matière de conversion, M. Lee avait 9,51% de conversion, M. Pirot 2,3%, mais en matière de temps chirurgical, pour nous, ce n'était pas significatif. Par contre, c'est significatif pour tous les autres auteurs. En ce qui concerne les complications infectieuses, non significatives pour nous, mais vous voyez que dans le bras pour M. Sutherland et M. Fleming, vous voyez que dans le bras laparoscopique, il semble plus important. Par contre, chez M. Pirot et M. Wheeler, c'est l'inverse. C'est l'inverse, et il semble qu'il y a plus d'infections en matière de laparotomie. La durée de séjour, elle n'était pas significative pour nous, elle est franchement significative pour le reste des auteurs. Alors en conclusion, notre étude nous conforte dans notre objectif principal, parce qu'il y a un faible taux de conversion. Notre série n'est pas très exhaustive. Il y a une faisabilité sans sélection des patients, alors que vous avez vu qu'il y avait des comorbidités, particulièrement des abdomens qui étaient cicatrisés, les antécédents de chirurgie abdominale, adhérence péritonéale, l'aspect macroscopique de l'appendice, la topographie, les formes évoluées, abcès et péritonite. Sur une population qui était homogène sur tous les points, la technique était sûre et reproductible, et nos résultats, un temps opératoire sans différence, une moindre morbidité, sepsis pariétale, un séjour hospitalier raccourci et un moindre coût de prise en charge. Simplement, je voudrais terminer sur une chose, parce qu'en disant qu'on nous amène à proposer comme alternative la thérapeutique à la laparotomie pour la prise en charge des appendices dégueulasses à la laparoscopie, non, je dirais qu'aujourd'hui, ce que je pense, franchement, personnellement, et d'après toutes les littératures que j'ai lues, je pense que l'écart entre la laparotomie et la chirurgie à la laparoscopie est franchement réduit, et qu'aujourd'hui, c'est une affaire de terrain et c'est une affaire d'expertise. Je vous remercie. Merci pour cette très belle étude. Qui veut prendre la parole? Oui, Dominique Gondenval. Je vous félicite pour cette belle analyse. Ce qui nous gêne quand même, c'est l'absence de randomisation. Et en particulier quand vous vous permettez de comparer le taux de conversion entre des malades opérés le matin par laparoscopie et l'après-midi par laparotomie, il est évident que ce ne sont pas les mêmes malades, puisqu'on opère l'après-midi des malades qui sont en urgence, qui ne sont pas faits par les mêmes opérateurs que la chirurgie à froid qui est faite dans la matinée. Et ça qui me gêne un petit peu dans votre travail, c'est cette comparaison sur le taux de conversion. Je pense que ce n'est pas très fiable de comparer le matin et l'après-midi dans le taux de conversion. Alors, je vais vous répondre tout simplement. C'est le même service et c'est les mêmes opérateurs. Ce n'est pas les mêmes malades, effectivement. Oui, Barbier. Attends. Est-ce que vous avez fait une étude de coût entre les deux? Nous n'avons pas fait une étude de coût entre les deux, mais simplement je sais que pour le coût direct, la laparoscopie est beaucoup plus chère, mais par contre pour le coût indirect, la laparoscopie revient moins chère puisqu'il y a la durée d'hospitalisation et il y a la reprise active du travail. D'autres questions? Pour revenir à ce qu'a dit Dominique, il n'y a pas de randomisation stricto sensu, mais enfin, il y a quand même, quand on voit les deux populations de malades, elles sont quand même relativement semblables, et il y a dans un certain nombre de... Là, on est près de la pratique courante. La difficulté qu'il y a, et j'ai demandé d'ailleurs lors de la prochaine séance qui aura lieu début décembre, où il y a l'ensemble des sociétés savantes chirurgicales qui viendront discuter d'un certain nombre de sujets à l'Académie. Un des problèmes qu'on a en chirurgie, avec les études randomisées, les études théoriquement parfaites, c'est que ça correspond la plupart du temps jamais à la vraie vie. C'est-à-dire que c'est des études parfaites, souvent avec d'ailleurs un seul opérateur qui est le meilleur du service, etc. Là, l'avantage, c'est que, enfin, j'ai bien regardé la présentation que vous avez faite, c'est a priori, et vous l'avez confirmé, les mêmes opérateurs. Alors évidemment, il y a ceux qui sont opérés le matin, ceux qui sont opérés l'après-midi. C'est peut-être pas tout à fait les mêmes malades, je suis d'accord avec toi, et ta remarque était justifiée, mais ça correspond vraiment à la vraie vie. Or, quand on voit le résultat, on se dit que probablement la laparoscopie et la laparotomie sont
équivalentes, et puis à la limite, chacun choisit comme il veut. Alors on pourrait critiquer en disant, ah bah oui, mais alors, vous n'avez pas dit, ce malade-là, il a plein d'adhérence, on va mieux faire telle ou telle technique. Mais je crois qu'on doit faire très attention, parce qu'on nous dit toujours que les études randomisées, c'est indispensable. C'est indispensable pour les médicaments, c'est indispensable pour la chirurgie, quand on veut comparer le TVT et le TOT, qu'on fasse une étude randomisée, ça ne me gêne pas. Mais il faut quand même faire attention à ce que les études qu'on met en route sont des études qui correspondent à vraiment ce qu'on fait et pas à des choses qui sont méthodologiquement bien, pratiquement fausses et qui, au bout de 2 ans, font qu'on ne peut pas répondre à la question et qu'en général, les études qu'on a étudiées, les techniques qu'on a étudiées, au bout de 2 ans, pour des raisons X ou Y, ou on les fait plus, ou tout le monde les fait. Et c'est un des gros problèmes qu'on a en chirurgie. À vouloir copier ce qu'on fait dans les médicaments, on arrive à des aberrations. Et c'est pour ça que ta remarque est intéressante, parce que... Alors donc on a mis ça comme sujet à une prochaine séance de l'Académie, parce que je crois que c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas de vérité, malheureusement, mais on nous dit toujours... les chirurgiens, vous ne faites pas bien, et puis quand il y a des études comme celle-là qui sont quand même intéressantes, après on les démolit parce qu'il y a... pas la méthodologie de l'évidence-based médecine. Donc on doit être très attentif à ça, je crois. Donc je voulais vous féliciter parce que, même s'il y a des défauts, c'est évident, mais c'est quand même intéressant. Et je crois qu'il faut. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Anglais ont proposé que pour l'appréciation des techniques opératoires, on fasse des suivis de cohorte sur la vraie vie, parce que là encore, une bonne technique, c'est pas une technique qui est très bien faite quand elle est opérée par toi ou par moi. C'est une bonne technique qui est très bien faite quand elle est opérée par tout le monde. C'est ça la vraie chirurgie. Dominique, c'était pour lancer un peu le débat. Non, juste une minute, je n'ai pas voulu démolir le travail de notre collègue, qui était un excellent travail. Simplement, je veux mettre le doigt sur le fait que dans l'étude de Lee, il y a 8,6% de conversion. Dans la vôtre, il n'y a que 2,6 ou quelque chose comme ça. Je crois que la différence, c'est lié au fait que la moitié de vos patients sont opérés l'après-midi dans un contexte un peu d'urgence, etc. Et que ça peut expliquer ce taux de conversion un peu plus bas dans votre série. Il faut rajouter ça dans la discussion. Ouais. Oui, je pourrais vous répondre en vous disant tout simplement que M. Lee a repris des études sur 20 ans. Donc c'est vraiment une grosse série. Et c'est un épidémiologue, tandis que moi, je me suis arrêté à ma série. Et donc, ça concerne uniquement un service. D'autres, oui, Philippe Braille. Le principal reproche qu'on a fait à la laparoscopie en matière d'appendicite est apparu au bout de quelques années, c'est le plus grand nombre d'abcès profonds, de révélations secondaires, et ce, dans plusieurs études. On n'a pas été convaincu au départ. Est-ce que vous... Dans votre étude, si vous ne mélangez pas les abcès superficiels et les profonds, est-ce qu'en matière d'abcès profonds, vous avez une différence? Alors, dans notre étude, je m'attendais à cette question, parce qu'elle revient souvent, et c'est ça qui pose problème en matière de choix de voie d'abord. Mais simplement, il ne faut pas oublier que les choses ont progressé, qu'il y a énormément d'équipements maintenant et qu'on travaille en 3D avec des caméras de haute définition. Et donc, autant on sait bien traiter les péritonites généralisées par chirurgie laparoscopique, je pense qu'en déroulant les anses et qu'en faisant un lavage parfait, je pense qu'on peut éviter cela. En tout cas, j'en ai pas eu dans ma série, mais ça peut arriver. Ce qui a été reproché à la laparoscopie, ça n'est pas forcément dans les péritonites. C'est dans les appendicites, en dehors des péritonites, en dehors des abcès du Douglas. Oui. C'est-à-dire qu'on reprochait à la laparoscopie de diffuser des germes, et que ce que ne faisait pas la chirurgie ouverte. Moi, je crois que c'est faux, hein, parce que mon expérience n'a pas montré, mais c'est pas une étude à grande échelle. Et d'ailleurs, on revient de moins en moins sur ce problème. Voilà. Je voulais savoir si vous avez constaté ça. Sur tous les papiers que j'ai lus, et sur mes constatations personnelles, pour avoir opéré le plus de patients sur cette série, j'en ai pas vu. Parce qu'on fait un lavage très minutieux, parfait, on prend tout notre temps, et donc ça permet de régler les problèmes. François Guéral. Oui, je suis passionné par votre étude et l'interprétation, la discussion, dont je partage pas mal de questions, parce que, ayant eu au sein du service de Bicêtre à un moment donné la prise en charge des appendicites, on a été frappé par justement
le fait d'observer des collections profondes. Même nous avons fait une étude prospective pour voir que dans 30% des cas, même en dehors des symptômes, il y avait à l'échographie une collection post-opératoire. Nous l'avions publié avec Jean-Patrick Sarr. Voilà, donc la collection c'est une chose, l'abcès c'est une autre chose, c'est pas pour autant que ça justifie un traitement. Mais le traitement préventif, il est peut-être dans certains cas un drainage quand même spécifique. Donc ça c'est une de mes questions, est-ce qu'il y a une place, et quelle est la modalité du drainage dans votre expérience en post-opératoire voilà. Deuxièmement, est-ce que le traitement médical, je pense que vous n'y croyez pas, mais nous avons contribué ici avec d'autres, avec notamment Corinne Vons, à une étude prospective qui n'a pas été évoquée, qui est toujours encore des discussions. Donc voilà. Que pensez-vous du traitement médical dans certaines formes? Est-ce que vous avez des éléments pour en décider? Donc le drainage d'une part, le traitement médical d'autre part. Alors je commençais par le traitement médical. Je crois que le traitement médical, on a longuement parlé au niveau du dernier congrès de chirurgie à Paris. Et puis, il y a des personnes, bien qu'il y a des papiers qui prouvent qu'on peut faire un traitement médical et qu'on peut s'aider d'imagerie pour mettre des drains, pour adapter l'antibiotique, et que ça pouvait donner éventuellement des résultats. Mais il y a un problème. Le problème, c'est l'échec et les récidives. C'est là le gros problème. Quant au drainage, et bien sûr, nous drainons de façon élective et directe. Quand il s'agit de drainer le Douglas, nous le faisons. Quand il s'agit de drainer la loge, nous le faisons. Mais c'est un trajet qui est direct et déclive. Eh bien, merci beaucoup. Pas d'autres questions. Je pense qu'on peut vous applaudir. Eh bien, nous allons lever la séance. Merci de votre présence.